Merci beaucoup, merci Alain. Je vais aller assez vite sur un certain nombre de graphiques. N'ayez pas peur, je les laisserai au professeur Supio qui vous les rendra disponibles d'une manière ou d'une autre. Donc je ne vais pas trop vous inonder de chiffres, même si vous savez c'est le péché mignon des économistes, quelquefois pour éviter les débats sur le fond. Je voudrais commencer simplement par rappeler très brièvement ce qui s'est passé avec ce qu'on a appelé en anglais le quantitative easing, ou les politiques monétaires non conventionnelles d'assouplissement quantitatif en français, dont Mario Draghi, l'actuel président de la Banque centrale européenne, la BCE, vient de nous annoncer qu'il comptait y mettre fin. Donc cette politique-là, qui a été inaugurée en 2014-2015, a permis à la BCE de créer quelque chose comme 2400 milliards d'euros. Ça fait beaucoup, c'est un peu plus que le PIB français. C'est quasiment un quart du PIB de la zone euro. 2400 milliards d'euros qui ont servi à quoi? Alors ici, vous avez un graphique qui vous montre qu'ils ont servi essentiellement, c'est la zone rouge, à acheter de la dette publique, la dette des États souverains de la zone euro. Alors, cela dit, si vous êtes un tout petit peu renseigné, vous savez que la BCE n'est pas autorisée à racheter immédiatement de la dette publique sur le marché primaire d'émission de la dette, elle le fait sur le marché secondaire. Autrement dit, le mécanisme est le suivant. Vous avez, par exemple, pour la France, les adjudications du Trésor chaque semaine, et puis ce sont des banques privées, BNP Paribas, Société Générale, BPCE Natixis, etc., qui achètent cette dette publique et qui la revendent ensuite sur le marché secondaire. Et là, il y a un acheteur privilégié qui est apparu depuis quelques années, qui est la Banque centrale européenne, qui au fond a même donné le signal qu'elle s'engageait à racheter quasiment la totalité de la dette publique que les banques privées consentiraient à mettre sur le marché secondaire, moyennant évidemment une petite commission. Ça veut dire que les banques privées sont incitées à racheter la dette publique pour pas cher, puisqu'elles sont certaines de trouver un acheteur qui sera la BCE. Et donc de cette manière, on a organisé un transfert, les États ont continué à s'endetter à des taux d'intérêt relativement faibles, la BCE a délivré les banques de ces dettes publiques, éventuellement peu recommandables, la dette grecque, etc., en reprenant dans son bilan ces titres de dette publique qui aujourd'hui sont au bilan de la BCE. Ici, vous avez un autre graphique qui vous montre la même chose. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un tout petit peu plus précis ici, vous aurez le temps de regarder. Alors, à quoi a servi ce mécanisme? Premièrement, certainement à sauver un certain nombre de banques, puisque ça leur a permis d'accumuler des commissions à peu de frais, sans aucun risque, qui sont en fait relativement substantielles. Pourquoi? Parce que la plupart des grandes banques européennes, contrairement à ce qu'elles nous disent dans le débat public, n'ont pas du tout fait le ménage de leur bilan depuis la crise de 2008, conservent dans leur bilan ce qu'on appelle des non-performing loans, NPL, ce qui est un euphémisme pour dire des actifs pourris, qui ne rapportent plus rien et qui ne valent plus rien. Un exemple de ceci, c'est Monte dei Paschi di Siena, grande banque italienne, qui était la plus ancienne banque du monde, créée au XIVe siècle, qui avait survécu à la crise de 29, qui avait survécu à la crise de 2008, qui a fait faillite à la fin de l'année 2016, qui a été entièrement rachetée par l'État italien, sans que les mécanismes européens mis en place pour sauver les banques n'aient déboursé un centime, ce qui prouve qu'ils ne servent à rien. Donc elle a été entièrement rachetée par l'État italien aux frais du contribuable italien. Que s'est-il passé en 2016? Rien. Il n'y a pas eu de grande crise financière en 2016. Donc, question, pourquoi cette banque vénérable, qui était aussi la troisième banque d'Italie, fait faillite à la fin 2016? Mais parce qu'elle n'en peut plus d'avoir à gérer ces fameux NPL depuis 2008, dont elle n'a jamais réussi à se débarrasser. Donc, Monte dei Paschi est un exemple caricatural, mais en fait, beaucoup d'autres banques, y compris évidemment les fameuses Cajas en Espagne, un certain nombre de banques italiennes très fragiles, des banques françaises, des banques allemandes, n'ont toujours pas fait le ménage et continuent de survivre avec ces NPL, ces non-performing loans, qui sont des actifs pourris, dont elles ont hérité de 2008. L'assouplissement quantitatif monétaire de la Banque centrale européenne leur a permis d'avoir une assistance en oxygène continue, sans que le public européen ait tout à fait compris de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que les banques ont fait avec cet argent-là? Elles ont essentiellement acheté des actifs financiers sur les marchés financiers. Sur les 2400 milliards, il y en a à peu près 10%, 240, qui ont été utilisés par les banques pour des activités qui concernent l'économie réelle. 90% ont été utilisés pour acheter des actifs financiers, ce qui a fait exploser le cours des actifs financiers, qui fait que nous sommes aujourd'hui sur une nouvelle bulle financière, beaucoup plus grosse encore que celle qui a éclaté en 2008, bulle financière qui tôt ou tard finira également, elle aussi, par éclater. Personne ne sait quand. Vous connaissez l'adage latin, mors certa, la mort est certaine, ora incerta, l'heure est incertaine. Voilà. Alors,
ici, je vous montre un peu ce graphique que j'ai tiré d'un blog qui est en faveur d'un quantitative easing pour les ménages. Je vous le montre pour deux raisons. D'abord parce qu'il dit presque juste, et ensuite parce qu'il se trompe sur un détail qui est fondamental. Ce que ce blog essaye de dire, c'est, en théorie, la politique d'assouplissement quantitatif monétaire de la BCE a permis d'enrichir la totalité des citoyens européens. Comment? Alors là, vous voyez le schéma. Tout en bas à gauche, vous avez la BCE qui prête aux banques, que vous voyez au milieu. Les banques elles-mêmes achètent des actifs financiers. Ça fait augmenter le prix des actifs financiers. Ce prix des actifs financiers qui augmente enrichit ceux qui les détiennent, leurs propriétaires, c'est-à-dire les plus riches, les plus fortunés d'entre nous. Et là, il y a marqué, et donc, vous voyez en haut à droite, les plus riches deviennent encore plus riches et donc dépensent encore plus. Et donc, il y a le fameux trickle-down effect, l'effet du ruissellement. Comme ils dépensent davantage, ça bénéficie à tout le monde. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans la justification qu'on trouve de cette politique d'assouplissement quantitatif monétaire, les plus lucides reconnaissent que, effectivement, ça a permis aux plus riches de s'enrichir davantage. Même Mario Draghi le dit, je vous montrerai une citation tout à l'heure. Et c'est vrai que donc il y a une théorie du ruissellement qui est cachée derrière ceci. Plus les riches sont riches, mieux nous nous portons tous. Mais ça n'est pas parce que, et j'insiste là-dessus, ça n'est pas parce que les riches dépenseraient davantage à mesure qu'ils sont plus riches. Au contraire. Parce que ça, ce serait un argument keynésien, si vous y réfléchissez une seconde, qui n'a rien à faire dans ce récit-là. La vérité, c'est que les néolibéraux et les économistes néoclassiques qui croient à ce récit vont vous raconter, au fur et à mesure que les riches sont plus riches, ils vont épargner davantage. C'est exactement le contraire. Parce qu'on constate empiriquement que si vous donnez 1 euro à quelqu'un de très riche, il va en épargner une fraction plus importante qu'1 euro à quelqu'un de très pauvre qui va le dépenser entièrement. Simplement parce qu'il est plus pauvre. Donc la vérité de l'argument, ce n'est pas ce qui est marqué ici, c'est au fur et à mesure que les riches sont plus riches, ils épargnent davantage. Et pourquoi un certain nombre d'économistes vous disent « et donc c'est bénéfique à tout le monde ?» Parce qu'ils croient que l'épargne crée le crédit. Ce sont les dépôts qui font les crédits, que l'épargne est nécessaire au financement de l'investissement. Donc le récit néoclassique, néolibéral, c'est à mesure que les riches sont plus riches, ils épargnent davantage, contrairement aux pauvres qui font la bêtise de dépenser. Comme ils épargnent, il y a plus de facilité de financement pour financer l'investissement. Or, vous connaissez l'autre adage d'Helmut Schmidt, les investissements d'aujourd'hui, ce seront les emplois de demain. Pourquoi ceci est faux? Alors, donc ça, c'est la théorie. Et donc, c'est restitué dans sa force première. Et elle est fausse, évidemment, parce que la théorie du ruissellement est entièrement fausse. Pourquoi? Parce que l'investissement ne se finance pas par l'épargne. Et ça, c'est un point fondamental d'analyse économique. Ce sont les crédits qui créent les dépôts et non pas les dépôts qui créent les crédits. Autrement dit, les banques privées, BNP, Société Générale, etc., créent de la monnaie tous les jours, et c'est normal, c'est leur métier. La planche à billets aujourd'hui est détenue par des banques privées qui, lorsqu'elles vous accordent un crédit, créent de la monnaie. Ce que la théorie du ruissellement restituée dans sa force initiale cache, dissimule, c'est le pouvoir de création monétaire des banques privées. Pas simplement de la Banque centrale, mais aussi des banques privées, puisqu'elle maintient la fiction que c'est l'épargne qui finance l'investissement, alors qu'en réalité, c'est le crédit bancaire, et donc la création monétaire ex nihilo, qui finance l'investissement. Ça va? Vous voyez la différence? Donc il y a une double tromperie. La théorie du ruissellement est fausse, et en plus, elle dissimule la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, à savoir que ce sont les banques privées qui créent de la monnaie. Ce qui veut dire qu'en zone euro, dans l'exacte mesure où nous avons retiré des mains de l'État le pouvoir de création monétaire, qui était le sien jusqu'en France au moins en 1973, avec ce qu'on a appelé le circuit du trésor de Bloch-Léné, et donc la possibilité pour l'État, le Trésor, d'emprunter à taux nul à la Banque de France. Ceci ne se fait plus depuis 1973. Ceci est interdit maintenant dans les traités européens, d'où la ruse de la BCE qui n'achète des titres de dette publique que sur le marché secondaire. Donc la BCE n'a pas le droit de prêter directement aux États. Donc on a retiré aux États le pouvoir de création monétaire, le pouvoir d'appeler sa banque centrale et de demander à sa banque centrale de créer la monnaie pour lui. Ce qui fait qu'il n'y a plus que deux types d'institutions qui ont ce pouvoir de création monétaire, à savoir la BCE et les banques privées. Mais comme la BCE elle-même ne répond devant aucun corps politique démocratique constitué comme tel de ces décisions, de facto, ce sont les banques privées qui ont le pouvoir de décision de création monétaire et qui décident pour qui elles créent de la monnaie. Est-ce qu'elles créent de la monnaie pour financer l'achat d'actifs financiers et enrichir les plus riches et laisser gonfler une bulle colossale dont l'éclatement sera évidemment suivi d'une socialisation des pertes, ou bien est-ce qu'elles créent de la monnaie pour financer des investissements qui iront dans l'économie réelle et par exemple dans des efforts de solidarité ou de financement de la transition écologique. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, est dissimulé. Je ne dis pas qu'il y a un complot, mais
Il y a une dissimulation de la réalité économique de ce qui se passe dans le financement de nos économies, qui permet au fond de soustraire de la délibération démocratique la grande question qui est qui crée de la monnaie, pour qui et pourquoi. Ça va ? Voilà. Et donc là, le deuxième graphique, cette fois-ci, il est juste par ce même blog où ils disent en réalité, ce qui se passe, c'est que les riches deviennent plus riches, en effet, mais ils ne dépensent pas davantage. Et donc, ceci bénéficie simplement aux plus riches. Juste pour que vous ne pensiez pas que je délire complètement, même la Banque d'Angleterre et Standard & Poor's, qui ne sont pas absolument réputés pour être tout à fait favorables à des thèses iconoclastes, reconnaissent que la politique de quantitative easing a essentiellement bénéficié aux plus riches. En Grande-Bretagne, les 10% les plus riches possédaient 56% des richesses en 2008, ils en possèdent 65% en 2014. Et même Mario Draghi reconnaît qu'il est vrai que les plus riches sont les premiers à bénéficier des effets du QE, le quantitative easing. En même temps, dit-il, lui aussi, il a une rhétorique du en même temps, c'est l'outil le plus puissant pour faire reculer les inégalités à plus long terme. Ça, c'est la fable de la théorie du ruissellement. Alors, très rapidement, donc ça, c'était un diagnostic très rapide, excusez-moi, je suis un tout petit peu long, sur la réalité de ce qui se passe. La zone euro elle-même est construite sur une erreur du diagnostic majeur, à laquelle Alain Supiot a déjà fait allusion tout à l'heure en parlant de la malfaçon de l'euro, de Frédéric Lordon, qui est une des formulations de ce diagnostic. Diagnostic qui est très étonnant parce que dès les années 90, il était très clair que la zone euro ne pourrait pas être ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Et donc, en fait, elle allait favoriser la divergence des économies et non pas leur convergence, la divergence des économies réelles. Alors ceci se voit très bien à travers ce graphique où vous voyez le taux d'industrialisation des différents pays de la zone euro. Alors, ce graphique est statique, mais il faudrait le regarder dans le temps. Depuis la création de l'euro en 1999-2000, en vérité, les économies du Nord et les économies du Sud de l'Europe divergent au sens où les économies les plus industrialisées, celles du Nord, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Finlande notamment, continuent de rester relativement industrialisées, tandis que les économies du Sud se désindustrialisent à très grande vitesse. Une des raisons profondes de ceci, à laquelle il a été un tout petit peu fait allusion tout à l'heure, à travers la question des avantages comparatifs, c'est au fond que là aussi, on a lu complètement de travers David Ricardo, ce grand économiste britannique classique du début du XIXe siècle, puisqu'on enseigne partout dans les universités et les grandes écoles que le commerce international est bénéfique à tout le monde à cause de cette fameuse théorie des avantages comparatifs. Cette théorie vous dit, si deux pays en fait, ouvrent leurs frontières pour commercer ensemble, même si l'un des deux pays a des avantages absolus sur l'autre, dans son système productif, en vérité, il est bénéfique pour les deux que chacun des deux se spécialise dans le secteur dans lequel il a un avantage relatif supérieur à l'autre. Et Ricardo lui-même, qui écrit ceci au début du 19e, précise dans une note de bas de page, qui apparemment n'a pas été lue par nos économistes des années 90, évidemment, ceci s'entend dans un monde où il n'y a pas de mobilité du capital. Et à l'époque où Ricardo écrit ça, pour lui, c'est aussi absurde de penser un monde avec la mobilité parfaite du capital que de penser l'économie de la planète de la Lune. Vous voyez ? Il n'imagine pas un jour qu'on ira marcher sur la Lune. À son époque, évidemment, il n'y a pas de mobilité du capital. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Et pourquoi est-ce que la mobilité du capital fait s'effondrer la théorie des avantages comparatifs? Parce que si vous avez deux pays qui ouvrent leurs frontières, en particulier leurs frontières à la mobilité du capital, l'un d'entre eux ayant un avantage absolu sur l'autre, mais le capital de celui qui est désavantagé va tout simplement migrer et s'investir dans le pays qui est le plus avantagé en termes absolus. Et il n'y a plus du tout de spécialisation relative entre les deux pays. Et c'est exactement ce qu'on observe dans la zone euro. Les capitaux s'investissent de plus en plus au nord, confère ce qui s'est passé en Grèce. Les capitaux grecs ont fui la Grèce dès le déclenchement de la crise en 2010 pour aller s'investir en Allemagne. Pourquoi ? Parce que ça rapporte plus pour les capitaux qui s'investissent en Allemagne que les capitaux qui s'investissent en Grèce. C'est d'une banalité affligeante. Et donc ceci n'est pas aperçu par ceux qui croient au dogme, disons, des avantages comparatifs ricardiens. Et explique de manière très simple cette divergence croissante des pays de la zone euro. Alors, je reviens un tout petit peu sur la dissimulation à laquelle je faisais allusion il y a un instant, du pouvoir de création monétaire par les banques privées et sur la fable qu'on nous raconte autour de la BCE. L'indépendance de la Banque centrale européenne, qui est vantée par tant d'économistes et de hauts fonctionnaires qui ont contribué à la construction de la zone euro, en fait, ses origines sont des origines politiques, liées à la fois au traité de Versailles en 1919 et à la construction de la République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, entre 1945 et 1949.
Lors de ces deux épisodes, les Alliés, qui se méfient beaucoup du pouvoir politique allemand, exigent que la Banque centrale, aussi bien de la République de Weimar que de la RFA, soit indépendante du pouvoir politique. Parce que dans les deux cas, les Alliés craignent que le pouvoir politique allemand n'utilise la planche à billets de la Banque centrale pour financer un nouvel effort de guerre. Donc au fond, ce qui est derrière ceci, c'est une appréhension, une méfiance contre la démocratie du pays, en l'occurrence l'Allemagne, dont on est en train de reconstruire les bases économiques et financières. En 1945, ce n'est pas du tout, comment dire, quelque chose de valorisé par les économistes que d'avoir une banque centrale indépendante du pouvoir politique. C'est une punition infligée aux Allemands. 30 ans après, les élites européennes, entre guillemets, se convainquent qu'en réalité le modèle allemand est le bon, et que c'est excellent d'avoir une banque centrale indépendante du pouvoir politique, parce qu'au fond, elle échappe à la délibération démocratique. Et puis, avec la zone euro, nous construisons un monstre où nous avons une banque centrale indépendante, mais indépendante de rien du tout, puisqu'il n'y a pas de pouvoir politique constitué au niveau de la zone euro. Cette banque centrale indépendante, du coup, a comme seule interlocutrice les banques privées, dont elle exécute les moindres volontés, via aussi, vous connaissez bien cet argument, le too big to fail, c'est-à-dire le fait que la plupart de ces grandes banques sont tellement énormes que plus personne ne peut s'autoriser la faillite de ces grandes banques. Pensez à un monstre comme BNP Paribas, dont la taille de bilan est à peu près égale à celle du PIB français, 2000 milliards en gros. Donc si BNP Paribas faisait faillite, il est évident que ni même la France, ni même la zone euro n'auraient les moyens de sauver BNP Paribas. Ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, nous sommes condamnés ex ante à faire les 4 volontés de BNP Paribas pour éviter cette catastrophe. Alors, dans les arguments usuellement invoqués par les économistes néoclassiques pour défendre l'indépendance de la Banque centrale européenne, il y a l'idée que la création monétaire est inflationniste. Alors ici, vous avez un graphe qui vous montre l'évolution de la masse monétaire aux États-Unis, mais on pourrait vous montrer exactement le même en Europe. Et puis, l'évolution du niveau général des prix en rouge. Donc en bleu, c'est la masse monétaire. Vous voyez qu'elle explose à mesure que vous avez les différents quantitative easing de la Fed aux États-Unis. Hein, et en rouge, vous avez le niveau général des prix. Vous voyez que le niveau général des prix n'augmente pas. Hein, donc il est faux de dire que la création monétaire est ipso facto inflationniste. Hein. Deuxième élément, pourquoi est-ce qu'on retire des mains de l'État la possibilité de se financer par sa Banque centrale? Parce qu'on vous raconte que les marchés vont imposer une discipline à l'État, donc il vaut mieux qu'il se refinance auprès des marchés financiers, qui l'obligeront à être raisonnable et à ne pas faire, par exemple, de cadeaux électoraux à proximité des élections, en dépensant de manière inconsidérée ce qui va générer de l'inflation, ce qui est faux. Et ici, vous avez le contre-exemple le plus connu, mais la même histoire vaut pour la zone euro. Vous avez en rouge l'évolution de la dette publique américaine et en bleu l'évolution de ce qu'on appelle le spread des bons du Trésor américain, c'est-à-dire en gros une mesure de la cherté du bon du Trésor américain. Et vous voyez qu'à mesure que la dette publique explose, le bon du Trésor américain est de moins en moins cher. Et donc en réalité, les marchés financiers applaudissent à l'explosion de la dette publique américaine. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces graphiques, vous pourrez les regarder vous-même. Je voudrais avancer un tout petit peu et faire allusion à l'exposé qui a précédé, via la question des prix de transfert et des paradis fiscaux. Là aussi, c'est quand même comment dire, un des scandales majeurs de la construction de l'Europe aujourd'hui, puisque nous n'avons toujours pas mis en œuvre une règle très simple qui prévaut sur le territoire américain, qui s'appelle l'apportionment rule, qui permet de siffler la fin de la récréation de ce qu'on appelle, alors tout à l'heure mon collègue parlait d'évasion fiscale, les économistes parlent d'optimisation fiscale parce qu'ils sont conscients du fait que c'est tout à fait légal. Cette pratique consiste à optimiser l'assiette fiscale dont une entreprise doit répondre en faisant apparaître comptablement le profit d'entreprise dans les zones qui sont, du point de vue de la taxation, les plus avantageuses, par exemple l'Irlande, mais aussi un certain nombre d'autres paradis fiscaux. D'une certaine manière, il y a un certain nombre de paradis fiscaux qui sont dans la zone euro. Le Luxembourg en est un, Chypre en est un, Chypre entre-temps a implosé, et donc il y a une hypocrisie absolument extraordinaire de la part des autorités européennes à ne refuser de considérer sérieusement ce débat sur les paradis fiscaux. On a fait beaucoup de gesticulation politique en 2009, y compris chez nous en France, en disant ça y est, c'est fini, on va mettre fin aux paradis fiscaux. On ne l'a pas fait du tout. Les entreprises continuent de prospérer avec ce mécanisme de prix de transfert dans le détail desquels on pourra rentrer si vous le souhaitez. J'avance un tout petit peu sur la deuxième partie pour essayer de prendre un peu de recul et me détacher de la technique monétaire et financière et essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là et comment on en sort. Alain Supiot a cité tout à l'heure la catalaxie de Friedrich Hayek, qui est effectivement un des lieux d'inspiration, je crois, on pourrait dire du post-libéralisme contemporain, puisque ce néolibéralisme-là n'a pas grand-chose à voir, à mon avis, avec les racines libérales
éclairée du XVIIIe, puisque ce qu'il essaie de faire, et c'est ce que montre Alain Supiot, notamment dans ses travaux, c'est soumettre l'exercice du droit à la logique d'une rationalité économique ancrée autour de la mobilité du capital et de la propriété privée. Il y a un autre auteur plus récent, c'est Anthony Giddens, qui, à mon avis, est aussi une des grandes sources d'inspiration, y compris, je pense, de la majorité actuelle en France, qui a écrit Les conséquences de la modernité, où il diagnostique tout à fait ce dont nous souffrons aujourd'hui, sauf que pour lui, ce sont des avantages. Alors, notamment la délocalisation, la possibilité de délocaliser, et le fait qu'il y ait une distance très très grande aujourd'hui entre le lieu de la production et le lieu de la consommation. Le fait que du coup, le citoyen consommateur-producteur n'ait plus aucun contrôle sur la chaîne de valeur qui lui permet, lui, de travailler et de se nourrir et de consommer. Et que du coup, il soit obligé de s'en remettre à un savoir d'experts qui lui disent une certaine histoire sur les raisons pour lesquelles, par exemple, on va délocaliser une usine en Pologne, mais histoire sur laquelle il n'a plus aucun contrôle puisqu'il est incapable d'aller vérifier la réalité de ce qui se passe le long de la chaîne de valeur. Alors, Anthony Giddens présente ça, et Anthony Giddens, vous savez, ça a été le sociologue qui a inspiré Tony Blair, et la fameuse troisième voie, Tony Blair, Schröder, Jospin, à la fin du XXe siècle, au début de ce siècle-ci. Et évidemment, Giddens dit, du coup, comme on n'est plus capable de maîtriser quoi que ce soit, tout le monde est envahi par un sentiment d'angoisse terrible, sentiment d'angoisse que les experts sont chargés de rassurer, de consoler, en expliquant qu'en réalité, le danger est parfaitement maîtrisé et calculé. Et là, on retrouve certainement quelque chose qui a à voir avec la gouvernance des nombres dont a parlé Alain Supiot. Et ceci se termine inévitablement par un appel à la confiance des masses, que vous entendez de manière régulière, c'est-à-dire faites-nous confiance, ou alors, c'est une autre version un peu plus perverse, la dénonciation de la société de la défiance en France. Ces masses laborieuses françaises ne font toujours pas confiance à leurs élites, alors que depuis 1789, elles ont coupé la tête du roi. Elles devraient enfin au moins comprendre qu'elles doivent faire confiance à ceux qui les gouvernent. Alors, le contrepoint de ceci, à mon avis, il y a un auteur qui sert à penser autrement, je crois, enfin qui est utile dans cette direction-là, c'est Michael Walzer, qui est un auteur peu connu du public français, malheureusement, parce qu'il permet au contraire de comprendre pourquoi la généralisation des rapports marchands et cette espèce de programme philosophico-politique implicite de privatisation du monde qui habite le post-libéralisme aujourd'hui est fondamentalement injuste et inacceptable. Alors, la position de Michael Walzer, je suis obligé de caricaturer ça en quelques secondes, c'est une justice complexe aujourd'hui est une justice qui doit tenir compte de l'autonomie d'un certain nombre de sphères sociales et le fait que je puisse m'épanouir dans une sphère, admettons les beaux-arts, et être absolument incapable de prospérer et de briller dans une autre sphère, admettons la technique aérospatiale. Et Michael Walzer diagnostique en disant, mais à partir du moment où la monnaie sert de médium universel dans nos transactions, alors elle est capable de traverser toutes les frontières de ces sphères sociales, et quelqu'un qui détient le pouvoir monétaire aujourd'hui est capable d'imposer ses volontés dans toutes les sphères de la société, et donc de ruiner la possibilité d'une autonomie de ces différentes sphères entre elles. C'est une manière un peu compliquée de dire la marchandisation du monde permet de tout transformer en marchandise, vous et moi, mon corps, la relation que j'ai avec vous, etc. Et de ruiner on pourrait dire, tout idéal de prospérité qui ne soit pas simplement marchand. Alors, j'avance à grands pas. Ceci fait écho évidemment à la grande thèse de Karl Polanyi, qu'à mon avis il faut relire aujourd'hui, écrite dans les années 30, publiée dans les années 40, qui était un diagnostic sur les raisons du totalitarisme européen. Donc Polanyi, lui, fait remonter cette immense barbarie à la fin du XIXe et la première tentative d'une privatisation du monde à la faveur de la première globalisation européenne marchande, avec cette tentative de transformer en marchandise privée à la fois la terre et ses ressources, et ça renvoie à la grande question écologique aujourd'hui, le travail, ça renvoie à tout le travail d'Alain, et la monnaie. Et ça renvoie à ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire la zone euro est construite sur la tentative de privatiser le pouvoir de création monétaire, et donc, ce que je vous disais, la grande question de savoir qui crée de la monnaie, pour qui et pourquoi. Donc on assiste aujourd'hui à ceci, c'est-à-dire la privatisation de la terre, et par exemple la question du foncier aujourd'hui revient en première ligne, et c'est un enjeu absolument central. La privatisation du travail qui est transformée en une marchandise prétendument échangée sur un marché, et la privatisation de la monnaie. Je crois que c'est ça, c'est comme ça que je le diagnostique, en tout cas comme économiste, le cœur de la perversion dont nous sommes victimes aujourd'hui, et ce contre quoi il faut élaborer un contre-projet politique qui passe par autre chose que cette privatisation absolue. Évidemment, il y a un reflet miroir de ceci, qui est l'absorption totale, complète de la sphère sociale dans la sphère publique,
Et ça, d'une certaine manière, c'est le totalitarisme, disons, nord-coréen ou soviétique. Ça n'est pas évidemment meilleur. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on évite de passer de Caribe dans Silla et on élabore une troisième voie, non pas du tout celle de Giddens, évidemment, qui est juste une idéologisation de la privatisation du monde, mais par exemple quelque chose qui soit construit autour des communs. Pour aller un tout petit peu rapidement dans la technique, mais quand même, puisque je suis économiste, il y a un certain nombre d'enjeux apparemment techniques, mais en fait politiques, fondamentaux. La réécriture des règles prudentielles qui encadrent le pouvoir de création monétaire des banques, BAL 3, la réécriture des règles qui encadrent la gestion de l'épargne par les assureurs, ce qu'on appelle Solvabilité 2, Solvency 2 en anglais, je pourrais rentrer dans le détail si vous le souhaitez, la réécriture des normes comptables internationales, IFRS, qui ont fait rentrer dans la comptabilité des entreprises, et en particulier des banques, la folie des bulles spéculatives des marchés financiers. Tant que nous n'aurons pas fait ça, nous n'aurons pas, disons, d'armature comptable, juridique, raisonnable pour essayer de sortir de la privatisation du monde. La question de ce qu'on appelle le reserve banking, je vais très très vite là-dessus. J'en parle parce qu'elle a été discutée récemment en Suisse. Vous savez qu'il y a des jeunesses socialistes en Suisse qui, à intervalles réguliers, font venir dans le débat helvétique des grandes questions que nous ne voyons absolument pas percer d'ailleurs dans le débat public français, malheureusement. Alors évidemment, à chaque fois, ils sont rejetés avec au moins 60% des voix par les braves citoyens suisses. Je trouve qu'ils ont tort de se contenter de se dire au moins nous animons un tout petit peu le débat. Il faudrait que dans une deuxième étape, ils se disent comment est-ce qu'on peut faire advenir ce débat et avoir quelque chance quand même de gagner une de ces votations. Mais voilà. Cette question, c'est ce qu'on a appelé le plan de Chicago, qui a été élaboré en fait par des économistes conservateurs dans les années 30, et qui était l'idée qu'il faut retirer des banques privées le pouvoir de création monétaire pour le réserver uniquement à la Banque centrale. Et à l'époque, évidemment, ces économistes conservateurs, Maurice Allais par exemple, Milton Friedman, Irving Fisher, pensent à une banque centrale qui n'est pas du tout indépendante du pouvoir politique, mais qui est soumise à un pouvoir politique démocratique. Et pour faire ça, il y a un moyen très simple, c'est vous augmenter ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire, c'est-à-dire la quantité de monnaie banque centrale que doit détenir une banque privée pour avoir le droit de vous octroyer un crédit. Ce taux de réserve obligatoire en zone euro aujourd'hui est de 1%, il était de 2% jusqu'en janvier 2012, il est de 1% aujourd'hui, et vous trouvez un certain nombre d'économistes à la solde des banques qui militent pour qu'on passe à zéro, parce que franchement, 1% c'est ridicule. Passer à zéro, ça veut dire que les banques privées n'ont même plus besoin d'aller emprunter auprès de la Banque centrale pour pouvoir vous créer de la monnaie pour vous. Donc ça veut dire que le seul lien de dépendance qui leur reste vis-à-vis de la Banque centrale est supprimé. Et donc là, vous donnez totale liberté aux banques privées pour créer de la monnaie comme elles le souhaitent. À l'inverse, vous avez une banque centrale, à mon avis, intelligente, c'est celle de Pékin, en Chine, qui utilise ce taux de réserve obligatoire comme laisse pour retenir le secteur bancaire privé. Lorsque le secteur bancaire privé chauffe trop et accorde trop de crédits, par exemple, qui alimente une bulle immobilière sur la côte est chinoise, autour de Shanghai, alors la Banque centrale augmente son taux de réserve obligatoire, ce qui resserre le crédit des banques privées. Lorsque la bulle spéculative s'assagit, alors la Banque centrale de Pékin diminue le taux de réserve obligatoire et laisse les coups des franches aux banques privées. Vous voyez, là, on a une gestion contracyclique, dynamique du taux de réserve obligatoire. Le plan de Chicago est beaucoup plus brutal que ça. Il dit supprimons totalement l'opportunité pour les banques privées de créer elles-mêmes de la monnaie, portons le taux de réserve obligatoire à 100%, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'une banque vous octroie un crédit, il faut qu'elle emprunte exactement la même quantité de monnaie auprès de la Banque centrale européenne et donc elle lui demande le droit de vous accorder ce crédit. Voilà. Ça, c'est extrêmement violent. Ça revient à, si la Banque centrale européenne répondait devant un pouvoir politique, à refaire de la monnaie ce qu'elle a été pendant des siècles, c'est-à-dire un objet public. Vous voyez ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là. Vous avez un économiste britannique, Adair Turner, qui a été le patron de l'équivalent du MEDEF en Grande-Bretagne, c'est pas tout à fait un hippie chevelu barbu, qui milite en faveur d'une réflexion sur le 100% monnaie centrale, ce qui est un autre mot pour parler du reserve banking. Troisième point, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être trop long, la séparation des banques. Je reviens aussi là-dessus parce que c'est un enjeu central, me semble-t-il. Vous savez que nous avons eu une loi de séparation bancaire en 2013, la loi Moscovici-Berger, dont le préambule est magnifique. Moi, je signe des deux mains le préambule de cette loi, qui dit qu'il faut séparer les banques entre ces deux métiers qui ont été fusionnés très, très, très récemment, dans les années 90. Métiers qui n'avaient jamais été fusionnés précédemment, à savoir le métier de la banque d'affaires, qui intervient sur les marchés financiers d'un côté, et le métier de la banque de dépôt et de crédit, qui vous accorde des crédits et qui collecte vos dépôts, qui est le métier traditionnel de la banque, tel qu'il s'invente au XIIe, XIIIe siècle en Italie.
Dans les années 90, et à partir d'une initiative française, on a fusionné ces deux types d'activités bancaires et on fait porter le risque des activités de marché de la banque d'affaires sur le dos de la banque de dépôt et de crédit. Et on crée une raison supplémentaire pour laquelle on ne peut pas laisser, par exemple, BNP Paribas faire faillite, c'est que si BNP Paribas faisait faillite, les pertes qu'accuserait la banque de marché, évidemment, les banques de dépôt et de crédit ne font quasiment jamais faillite. L'activité de banquier de dépôt et de crédit est très ennuyeuse, très médiocre et très peu risquée. L'activité rock'n'roll est très risquée, c'est banque d'affaires, évidemment. Lorsque celle-ci perd des milliards, elle se sert sur les dépôts, les vôtres, les miens, pour renflouer la partie banque d'affaires. Si la totalité du groupe fait faillite, néanmoins, l'État doit, comme vous le savez, garantir les dépôts. Il y a une loi européenne qui oblige à une garantie des dépôts, au moins jusqu'à 100 000 euros par compte. Vous avez peut-être repéré qu'au moment de la faillite, du naufrage du secteur bancaire chypriote, un commissaire européen a eu la bonne idée pendant 24 heures de dire mais peut-être qu'on pourrait renoncer à honorer la garantie publique des dépôts, parce qu'il a commencé à sentir que ça allait coûter très cher, mais il a été très vite rappelé à l'ordre par la BCE qui lui a fait valoir que si on commençait pour un secteur bancaire aussi minuscule que Chypre à ne pas honorer cette garantie, alors les contribuables français allaient comprendre qu'elle n'est honorée nulle part et allaient commencer à retirer leur argent de leur banque, à procéder à ce qu'on appelle un bank run, ce qui aurait signifié la faillite immédiate de l'ensemble du secteur bancaire européen. Et donc, le fameux commissaire a été rappelé à l'ordre et 24 heures après a dit non, bien sûr, il est hors de question de renoncer à la garantie publique des dépôts. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si une banque comme BNP Paribas faisait faillite, nous ne serions pas capables d'honorer la garantie publique des dépôts. Voilà. Donc le seul moyen de retirer à BNP le pouvoir d'exercer cette épée de Damoclès sur le pouvoir politique et d'obliger le pouvoir politique à la recapitaliser quoi qu'il arrive, c'est de séparer les banques. Vous séparez d'un côté la banque d'affaires et de l'autre côté la banque de dépôt et de crédit, et vous dites à la banque d'affaires, mais si vous croyez aux forces du marché endogène, eh bien faites faillite. C'est la punition endogène, la justice endogène du marché financier. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Donc vous savez que la loi de séparation bancaire 2013 prétend séparer, mais ne sépare pas. Il y a un paragraphe à changer pour qu'elle sépare vraiment les activités bancaires. Je vais terminer par donc c'est pas marqué ici, une suggestion qui m'est inspirée un petit peu par les débats qu'on a eus ce matin, qui est un peu iconoclaste, vous m'en excuserez, mais qui me travaille depuis quelque temps, qui est la suggestion suivante. Au fond, la Commission européenne se vit comme un lieu, et c'est elle qui a le droit d'initiative législative, ce qui pour moi est une hérésie totale, puisqu'il s'agit d'un corps de technocrates qui n'ont aucune légitimité démocratique. Il n'empêche qu'elle se vit comme une institution qui institue du droit et qui n'exerce pas de souveraineté politique. Alors évidemment, il y a un ferment derrière ceci qui est en partie l'ordolibéralisme allemand, mais je crois qu'il y a une origine plus profonde encore, et Alain Supiot y a fait allusion très rapidement tout à l'heure, qui est la fameuse révolution grégorienne de en gros 1070, début du XIIe siècle, qui a été beaucoup étudiée par Pierre Legendre, mais aussi par un grand historien, Harold Berman, et dont vous savez quel est le lieu d'institution du droit canon, du droit canonique, qui a servi de modèle et de patron à l'ensemble des droits des États européens. La papauté passe une bonne partie du Moyen-Âge à se bagarrer notamment contre l'Empire, sur lequel a travaillé Jacob, voilà, Vogel, et essaye au fond d'exercer une tutelle sur les États souverains, que ce soit l'Empire, Saint-Empire romain germanique ou le Royaume de France ou le Royaume d'Angleterre, sans exercer de souveraineté. Le pape institue un droit canonique, a le droit de sacrer les empereurs et de les destituer quand ils ont l'heure de lui déplaire, mais lui-même ne se prétend pas être le souverain ni des États allemands, ni du Royaume de France. Peut-être qu'au fond, ce schéma d'une papauté qui peut défaire les gouvernements, instituer du droit qui s'impose sur la souveraineté des États, est quelque chose qui, consciemment ou non, inspire une partie de nos idéologues à Bruxelles et des hauts fonctionnaires français qui ont contribué à cette construction-là. Pourquoi ? Un petit indice de ceci, c'est d'abord la réalité de la manière dont fonctionnent les institutions européennes, et puis un très beau livre que je vous recommande, qui malheureusement n'est toujours pas traduit en français, de Raoui Abdelal, qui est un prof à Harvard, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Capital Rules », les règles du capital, où en fait Abdelal défend la thèse suivante, qui vous surprendra peut-être, qui est que à la fin des années 90, les grands théoriciens et les praticiens d'ailleurs, ceux qui ont mis en œuvre cette utopie
d'une architecture du droit international construite essentiellement en faveur de la mobilité du capital, ce sont les Français. Donc c'est Michel Camdessus au Fonds monétaire international, c'est Pascal Lamy à l'OMC, c'est Jacques Delors à la Commission européenne qui, comme ça a été dit, sert à ce moment-là de laboratoire d'expérimentation néolibérale d'une vision qui est portée à l'échelle internationale par le FMI et l'OMC. Et comme par hasard, c'est un tout petit peu surprenant, ces trois personnages-là sont tous des Français, sont tous des chrétiens engagés, catholiques, convaincus, dont certains d'ailleurs aujourd'hui vont très régulièrement au Vatican où ils ont une position de père de l'Église. Et donc, ça c'est un petit détail anecdotique, mais je crois que ça m'entretient dans, ce qui est peut-être une illusion, mais en tout cas dans l'hypothèse que souterrainement ce qui habite la Commission européenne dans la longue durée, c'est la tentative de réinstituer ce que la papauté romaine a échoué à faire, c'est-à-dire la mise en place d'un droit qui s'imposerait à l'ensemble des États souverains sans que celui qui institue ce droit n'exerce de souveraineté, donc il n'a à répondre de rien par rapport aux conséquences politiques de ce qu'il fait, et la possibilité de faire et de défaire les gouvernements quand ils ont l'heure de déplaire aux autorités européennes. Ce qui est ce que nous voyons aujourd'hui en Grèce, en Italie pour la deuxième fois, etc. Je termine là-dessus. Donc c'est une hypothèse que je vous soumets à débat. Un détail technique. Pour que ceci réussisse aujourd'hui, il faut que la Commission européenne dispose d'une bombe atomique pour imposer ses desiderata aux États et en particulier défaire les gouvernements. Quelle est cette bombe atomique? Cette bombe atomique, c'est la Banque centrale européenne. En quoi consiste-t-elle? C'est dans la menace que brandit la Banque centrale européenne toutes les fois qu'un gouvernement pourrait être tenté de prendre des décisions qui lui déplaisent. Cette menace consiste à stopper l'alimentation en euros des banques privées du pays en question. Lorsque Tsipras arrive au pouvoir en janvier 2015, deux émissaires de la BCE arrivent à Athènes et lui disent « Si vous ne mettez pas en place très exactement les plans d'austérité que nous exigeons, alors nous allons couper l'alimentation en euros de vos banques. » Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'euros, des billets, au guichet des banques grecques. Tsipras ne croit pas à la menace, Varoufakis, comme vous le savez, y croit, mais au bout de 6 mois, Tsipras lance le référendum. Juin 2015, il gagne ce référendum avec 61,5% des voix et le soir même est obligé de déclarer qu'il mettra en œuvre les plans d'austérité. Pourquoi? Parce que depuis une semaine, la BCE, alors, a coupé l'alimentation en euros des banques grecques. Les Grecs n'ont plus d'euros au guichet. Vous ne pouvez plus toucher votre salaire, vous ne pouvez plus toucher votre retraite. Un certain nombre d'entreprises grecques ont déjà fait faillite en une semaine parce qu'elles n'ont plus de trésorerie. Comment est-ce que Berlusconi consent à quitter le pouvoir alors qu'il a été démocratiquement élu, que ce n'est pas un homme tout à fait facilement influençable, pour céder la place à Mario Monti? Donc ça, c'est un membre du board de la Banque centrale d'Italie qui l'a raconté dans un livre qui s'appelle Morire di austerità, mourir d'austérité, parce qu'à l'époque, déjà, la BCE menace l'Italie de couper l'alimentation en euros de ses banques si l'Italie ne se débarrasse pas de Berlusconi. Et Berlusconi consent parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas gouverner un État qui n'a plus d'euros dans ses guichets. Autrement dit, si nous voulons rendre impossible ce fantasme d'une autorité européenne qui imposerait un droit qui pourrait défaire les gouvernements sans assumer de souveraineté, il faut désarmer la BCE de cette bombe atomique et l'empêcher de pouvoir prendre de telles décisions qui sont, à mon avis, absolument contraires à son mandat qui est l'inflation et la stabilité financière et bancaire, mais que, alors par des arguties juridiques que je ne connais pas, je ne suis pas juriste, un certain nombre de juristes financiers arrivent à défendre, et ce serait intéressant de savoir si vous connaissez ces arguments et comment vous les recevez. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Gaël, pour cet exposé tout à fait éclairant, alors qui couvre un champ vaste, du droit canon aux attributions de la Banque centrale. On va faire comme tout à l'heure, on a 15 minutes environ de discussion. Je commençais peut-être par ouvrir une discussion autour de la table, et puis ensuite on prendra une ou deux questions dans la salle.